Ok, alors bonsoir à tous. Comme d'hab, avant de démarrer, deux questions. La première, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit ou fait la dernière fois, des points à éclaircir? Et si on voit bien mon écran et que vous n'avez pas de questions, eh ben on va pouvoir démarrer. Tout est ok, parfait. Et là c'est parti. Donc la dernière fois, donc là on va aborder en fait un cours sur les séquenceurs synchrones. Donc ce qu'on avait vu la dernière fois jusqu'à présent, enfin les deux dernières fois, c'était des systèmes qui étaient séquentiels. Donc des systèmes séquentiels, c'est donc des systèmes qui réagissent en fonction de leur état actuel. Et on avait parlé d'un problème, donc c'est des systèmes qui sont contre-réactionnés, puisqu'ils doivent réagir en fonction de leur état actuel, donc leur état futur dépend de leur état actuel, et c'est des systèmes qui sont potentiellement instables à cause de cette contre-réaction. Et donc on avait vu notamment que il existait différentes manières de pouvoir essayer de les empêcher d'être instables, et une des manières qu'on utilise le plus souvent, c'est de les synchroniser. Et donc ça devient des séquenceurs synchrones. Pour les synchroniser, on avait parlé de bascule. Je vous remets ici le mot-clé, bascule. Les bascules étant des composants mémoire, donc qui servent à stocker l'état du système, mais qui ne peuvent se mettre à jour qu'à des moments bien précis, qui sont les coups d'horloge. Et donc le système a tout le temps de calculer son état futur entre deux coups d'horloge, pourvu qu'au moment du coup d'horloge, l'état futur soit juste, soit correct, même s'il y a des erreurs de calcul avant, dû à des asynchronismes, dû à tout ce que vous voulez, même s'il y a des erreurs avant, au moment du coup d'horloge, si tout est bon, on change d'état et on lance le calcul suivant et on avance comme ça et on n'a plus du coup ce risque d'erreur. Et donc on parle de séquenceur synchrone. Séquenceur synchrone, l'autre terme pour séquenceur synchrone que vous pouvez trouver, c'est automate ou machine à état fini. Ça, c'est équivalent de séquenceur synchrone. En anglais, ça s'appelle Finite State Machine. Donc vous allez retrouver l'acronyme FSM pour Finite State Machine. Alors qu'est-ce que c'est une Finite State Machine ou qu'est-ce que c'est un séquenceur synchrone? Eh bien, voyons voir sur un exemple. On va voir sur un exemple. Donc on reprend toujours le même système. Donc c'est notre fil rouge qu'on a depuis le début où on parle des systèmes séquentiels. Donc le système qui est composé de deux entrées A ou B et qui a une sortie qui passe à 1 lorsque deux entrées sont actives et qui repasse à 0 dès lors qu'aucune des deux entrées n'est active et qui dans les autres cas ne change pas. Et bien ce système-là, ce qui est des charges là, vous pouvez le redéfinir comme ça, en parlant de notion d'état et de conditions de passage. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez bien en fait ce système-là, si vous le décortiquez un tout petit peu, vous allez vous rendre compte que en fait c'est un système qui contient que deux états, qui peut être que dans deux états différents, un état pour lequel y vaut 0 et un état pour lequel y vaut 1. C'est un système à deux états. Et pour indiquer comment le système évolue, eh ben, il suffit d'exprimer les conditions de passage. Et donc on va dire sous quelles conditions on passe d'un état à un autre. On va dire quelle est la condition qui fait que, par exemple, on va passer de l'état 0 à l'état 1. Donc, si ça c'est l'état 0 et si ça c'est l'état 1, on va dire qu'on passe de l'état 0 à l'état 1 à condition que les deux entrées soient actives, qui va se traduire par la condition de passage. Qui va se traduire par la condition de passage A et B ici. Et on va dire que le système passe de l'état 1 à l'état 0 à la condition qu'aucune des deux entrées ne soit active. Donc c'est cette valeur-là. Et donc c'est une machine à état fini parce que c'est une machine, c'est un automate
ne peut être que dans un nombre fini d'états, d'où le terme état fini. Alors comment est-ce que ça se représente? Là, on l'a expliqué avec du texte, mais comment est-ce que ça se représente d'un point de vue graphique? Ça va se représenter de la manière suivante. Donc on va avoir les états. Donc on va représenter les états par des petites boules comme ça. Pour chaque état, on va avoir des valeurs de sortie. Pour chaque état, on va avoir aussi un identificateur, qui la plupart du temps va être un numéro, mais qui peut être aussi un nom un peu plus explicite. Voilà, alors, faut lui associer à un moment un numéro, mais dans une représentation sous forme de graphe d'état, ici on peut mettre un nom un peu plus explicite. C'est toujours plus facile. Donc chaque état a un numéro unique, une combinaison de sortie qui correspond à l'état. Donc on va représenter les états, et puis on va représenter aussi les transitions. Donc les transitions, c'est des flèches qui partent d'un état vers un autre état, avec ici, sur la flèche, écrit la condition de passage d'un état à un autre. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça se représente comment? Ça veut dire si je suis dans l'état N, et qu'au moment du prochain front d'horloge, la condition que je vais marquer là est vérifiée, alors je dois aller dans l'état M. Je saute vers l'état M. Si cette condition est vérifiée mais que j'ai pas de front d'horloge, je reste dans l'état N. Et si au moment du front d'horloge, la condition ici n'est pas vérifiée, je reste également dans l'état N. Alors, on peut avoir plusieurs transitions qui partent d'un même... on peut imaginer d'avoir plusieurs transitions. Si j'ai ici un état P par exemple, que j'ai une transition là, j'ai une condition de passage ici, donc j'ai deux conditions de passage à vérifier. Si je suis dans l'état N au prochain front, si celle-là est vérifiée, je vais dans l'état M. Si celle-ci est vérifiée, je vais dans l'état P. Il y a une condition pour que ça marche, c'est que évidemment cette condition-là et cette condition-là s'excluent mutuellement. Parce que sinon, je ne sais pas quoi choisir. Si je suis dans l'état N, si au prochain front je vérifie mes deux conditions de passage là, je ne sais pas si je vais aller dans l'état M ou dans l'état P. Ensuite, donc on a dit, si la condition de transition n'est pas vérifiée, on reste dans l'état. Alors de temps en temps, on va le représenter sous cette forme-là, avec cette flèche qui se reboucle sur elle-même. Mais en fait, cette flèche qui se reboucle sur elle-même, quand on y réfléchit, elle est assez explicite, donc on ne va pas la mettre. La plupart du temps, en fait, cette flèche-là, pour ne pas alourdir les graphes d'état, on va juste ne pas la mettre, sous-entendu que si les conditions de transition ne sont pas respectées, on reste dans l'état précédent. Et puis vous avez une transition un peu particulière qui est le signal de remise à zéro qui est là, parce que, rappel de ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait dit quand vous avez un système séquentiel, il faut forcément l'initialiser. Et donc, voilà, je ne vous ai pas dessiné le petit Yoda qui dit que tout système séquentiel possède un reset, mais ayez ça en tête, système séquentiel égale reset. Tout simplement parce que quand vous mettez en marche un système séquentiel, vous ne pouvez pas prédire dans quel état vous êtes. Donc vous pouvez très bien mettre en route un système, il est dans l'état N, vous l'éteignez, vous le remettez en route, il est dans l'état M. Et donc il faut vraiment ce signal de remise à zéro pour dire voilà, je mets en route mon système, j'appuie sur reset, je sais que je suis dans l'état M et à partir de là je peux travailler. Et c'est la seule transition qui est une transition asynchrone puisque le reset est toujours asynchrone. J'aurais pu le rajouter ici. Le reset est toujours asynchrone, donc il passe au-dessus du coup d'horloge. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le coup d'horloge, quand on appuie sur reset, on n'attend pas le coup d'horloge pour passer à l'état suivant. On le fait immédiatement. Alors, un petit exemple de graphe d'état qu'on va faire. Donc ici, toujours la même chose. J'ai repris le cahier des charges qui était marqué en bleu ici. Donc le système peut se trouver dans deux états différents qui sont l'état 0 et l'état 1. Donc deux états différents. On va leur donner un petit nom explicite, l'état on et l'état off par exemple. On va dire que dans l'état on, y est égal à 1, dans l'état off, y est égal à 0. Voilà, donc là on a représenté nos deux états, on a fait cette partie-là. Donc on a représenté nos deux états. Et ensuite les conditions de passage, donc de l'état 0 vers l'état 1, donc l'état 0 en fait c'est l'état on, off
vers l'état on, la condition de passage de l'état on vers l'état off vers l'état on, donc celle-ci, hop, cette condition de passage là, c'est A, B. La condition de passage de l'état on vers l'état off, c'est A bar et B bar. Évidemment, c'est plus intéressant quand on a un petit peu plus que deux états, parce que là, c'est un petit peu simpliste, mais c'est au moins pour vous montrer et pour que vous vous rendiez compte de comment ça marche. Donc voilà la représentation des machines d'état. Ensuite, quand vous avez une machine d'état qui est représentée d'une certaine manière, comme c'est le cas ici, donc ça c'est la représentation, hein, donc ça c'est ce que j'avais appelé l'état off tout à l'heure, et ça c'est ce que j'ai appelé l'état on. Il existe une représentation alternative de ça, qui est une représentation tabulaire sous la forme d'une matrice d'état. Donc ça c'est ce qu'on appelle un diagramme d'état. Ce que vous avez là c'est un diagramme d'état. Vous l'avez même en double parce que je l'ai dessiné à la main mais j'avais l'animation. Et ça c'est l'autre représentation, c'est une matrice d'état qui est complètement équivalent à un diagramme d'état. Dans la matrice d'état, ce qu'on va faire, c'est on va marquer une ligne par transition, donc on va ne marquer que les transitions, et on va marquer une ligne par transition, avec dans une colonne l'état courant, dans une colonne l'état futur, et dans la troisième colonne la condition de passage. C'est une autre représentation, mais qui est complètement équivalente. Voilà, maintenant la question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais pour réaliser une machine d'état. J'ai mon cahier des charges, j'ai réussi avec le cahier des charges à identifier que c'était une machine d'état, qu'il va falloir faire un séquenceur, j'ai identifié mes états, j'ai écrit mes conditions de passage entre les états, je l'ai fait sous forme d'un tableau ou d'un graphe d'état, un diagramme d'état, peu importe. Et comment je fais maintenant pour la réalisation pratique? Alors la première chose, c'est que on va introduire ce qu'on appelle le modèle générique, un modèle générique des machines d'état. Donc, le modèle générique des machines d'état est composé de 3 éléments. Alors, ces 3 éléments, vous pouvez les imaginer tout seul en pensant simplement à comment est-ce que fonctionne une machine d'état. On a dit que la machine d'état, elle devait connaître son état courant, elle devait stocker son état courant. Voilà. Que de son état courant dépend les sorties et que elle évolue en fonction de l'état courant et des entrées. C'est-à-dire qu'en fonction des entrées, on regarde quelles sont les conditions de passage qui sont vérifiées et ces conditions de passage permettent de calculer l'état futur. Et bien là, quand on a dit ça, on a tous les éléments qui vont constituer mon séquenceur synchrone, ma machine d'état. On a dit qu'il faut mémoriser l'état courant. Donc on va avoir des registres, on va avoir un registre, une mémoire qui va mémoriser l'état courant. C'est ce qu'on appelle le registre d'état. Et comme c'est synchrone, le registre d'état va être composé de bascules. On a dit aussi que de l'état courant dépendait la sortie. Ça c'est calculé par la logique de sortie. Donc le registre d'état, il est situé là. Il est synchrone. Il contient un certain nombre de bascules et il permet de stocker une valeur binaire qui correspond à l'état courant. La logique de sortie, c'est le circuit combinatoire qui calcule les sorties. Voilà. Et le troisième truc qu'on a dit, c'est que il faut regarder avant chaque front d'horloge, il faut regarder les entrées et en fonction de l'état actuel et des entrées, on peut prédire quel va être l'état futur. Et ça, c'est tout simplement ce qui est fait par la logique de transition. Et donc on a le premier élément qui est le registre d'état, on a le deuxième élément qui est la logique de transition, le troisième élément qui est la matrice de sortie. Ici c'est des bascules, ici c'est 2 blocs combinatoires, donc ces 2 blocs là vous voyez que l'horloge ne va pas dessus, c'est vraiment 2 blocs combinatoires qui font juste un calcul. La sortie du registre d'état donne l'état courant, cet état courant est utilisé par la logique de sortie pour calculer les sorties. Cet état courant est également utilisé par la logique de transition, communément avec les entrées, pour calculer l'état futur. Et l'état futur, comment est-ce qu'on calcule et comment est-ce qu'on prévoit l'état futur? Donc ça, c'est l'état futur.
Et bien l'état futur, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on va mettre sur les bascules du registre d'état pour qu'au prochain coup d'horloge, on soit dans le bon état. Tout simplement. Si on doit être dans un état où l'une des bascules doit passer à 0, eh ben, on va mettre, si c'est une bascule D par exemple, on va mettre un 0 sur le D de cette bascule, de sorte à ce qu'au prochain coup d'horloge, cette bascule passe à 0. Et celui qui va mettre le D, le 0 sur le D de cette bascule, c'est la logique de transition. Donc voilà pour le modèle générique d'une machine d'état. Après, il existe une variante qui est celle que je viens de dessiner ici. Donc je vais la retrouver sur ce graphe-là. Vous voyez que cette flèche-là, je l'ai mis en rouge parce que cette variante, en fait, c'est la variante entre deux types de machines qui sont les machines de Moore, où cette flèche-là n'existe pas, et les machines de Mealy. Et ça, c'est deux manières de concevoir les séquenceurs synchrones qui sont un petit peu différentes. Et les deux se valent, les deux ont leurs avantages et ont leurs inconvénients. Par contre, il faut bien avoir conscience de ce qu'on veut faire et il faut bien avoir conscience de est-ce qu'on fait une machine de Moore ou est-ce qu'on fait une machine de Mealy. Donc la différence, hein, c'est bien que la machine de Mealy, les entrées peuvent directement influer sur les sorties, alors que la machine de Moore, ce n'est que l'état courant qui peut influer sur les sorties. La sortie ne dépend que de l'état courant, la sortie dépend de l'état courant et des entrées. Quels sont les avantages et les inconvénients? L'avantage de la machine de Moore, le plus de la machine de Moore, c'est que c'est une machine qui est entièrement synchrone. La sortie, ici, ne peut changer que si l'état courant change. L'état courant change ne peut changer que s'il y a un front d'horloge. Total des courses, la sortie ne peut changer que sur les fronts d'horloge. Et donc on a quelque chose qui est complètement synchrone. Une fois qu'on est à la sortie de cette machine d'état, on sait exactement quand vont potentiellement changer ces signaux-là. La machine de Moore, elle est asynchrone. Parce que, potentiellement, un changement sur une entrée, cette entrée n'est pas du tout forcément synchrone, donc ce changement sur l'entrée peut se produire n'importe quand, et ça peut avoir une conséquence sur la sortie à tout moment. L'avantage de la machine de Mealy, c'est qu'elle, en général, elle réduit le nombre d'états, tandis que la machine de Moore est plus complexe en termes de nombre d'états. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez, par exemple, prenez un cas simple où vous avez la sortie qui dépend directement de A, vous êtes dans un état qu'on va appeler l'état 1 par exemple, et dans l'état 1, la sortie vaut 1 si l'entrée A vaut 1, la sortie vaut B si l'entrée A vaut B. Si vous avez une machine de Mealy, c'est facile, vous dites que quand je suis dans l'état 1, la sortie est égale à l'entrée. La sortie est égale à A, directement. Et ça marche. Si vous êtes dans une machine de Moore, vous n'avez pas le droit de dire que la sortie est égale à l'état A. Donc qu'est-ce que vous allez être obligé de faire? Vous allez être obligé de créer deux états, un état 1 et un état 1 bis. L'état 1, on y accède quand A vaut 1 et la sortie se met à 1. L'état 1 bis, on y accède quand A vaut 0, la sortie se met à 0. On peut passer de l'état 1 à l'état 1 bis en changeant la valeur de A. Voilà, et sinon, ces deux états sont équivalents. Donc, vous allez être obligé de dupliquer cet état 1, de créer des transitions entre l'état 1 et l'état 1 bis. Et donc, comme vous avez créé un état supplémentaire, ça veut dire un état de plus à coder. Et potentiellement, ça veut dire donc plus de bascules dans le registre d'état. Donc, ça, c'est l'inconvénient de cette machine de ici, on a parlé de bascule, on a dit registre d'état, on a dit qu'il fait des bascules. La question, c'est de savoir quelles bascules et comment on gère ces bascules-là. Alors là, il y a pareil, il y a des choix à faire, des choix possibles. Premièrement, sur le type de bascule, les deux qui sont les plus souvent utilisés, c'est la bascule D et la bascule JK. La bascule D, la conception est simplifiée. La bascule JK, la logique de transition est simplifiée. Pourquoi la bascule D, la conception est simplifiée? Parce que une bascule D, si vous vous souvenez comment elle marche, elle va recopier, elle va se mettre à jour à chaque coup d'horloge directement avec ce qu'on mettait sur l'entrée. Donc,
c'est facile à concevoir. Si vous voulez que votre mémoire se mette à 0, vous programmez dans la logique de transition un 0. Si vous voulez qu'elle se mette à 1, vous programmez un 1. Le bascule JK est plus compliqué parce que comme il y a 2 entrées, en général, on n'aime pas trop. Effectivement, quand il n'y a qu'une seule entrée à calculer, c'est plus facile. Mais la bascule JK a un avantage non négligeable, c'est que à chaque fois pour réaliser une transition, que ce soit 0, 0, 0, 1, 0 vers 0, 0 vers 1, 1 vers 0 ou 1 vers 1, vous avez toujours 2 possibilités. Et donc ça laisse pas mal de donkers dans le calcul en fait de la logique de transition. Ça laisse pas mal de donkers, pas mal de possibilités, d'alternatives. Et évidemment, bah, vous avez compris maintenant que vous faites des tableaux de Carnot, vous voyez bien que le plus il y a de donkers dans le tableau de Carnot, le plus c'est facile de simplifier la fonction logique, ou le plus la fonction logique à l'arrivée est simple. Qui dit une fonction logique simple dit en général moins de composants. Ça c'est la première conséquence, pas forcément la plus importante, mais moins de composants, mais surtout plus rapide. C'est pas tellement le côté moins de composants, mais c'est surtout moins de composants, donc moins de calculs à faire, donc plus rapide. Et comme on avait dit que le principe de ces séquenceurs, c'est de laisser suffisamment de temps entre 2 coups d'horloge pour faire tous les calculs de transition, si vos calculs de transition sont plus rapides, vous pouvez balancer les coups d'horloge à une fréquence plus haute, et donc vous avez une machine qui fonctionne à une fréquence plus haute. L'intérêt de la bascule JK. Après, il y a la question aussi du type de codage. Donc, il y a 2 types de codage possibles classiques. C'est le codage binaire et le codage en one-hot. Le principe du codage binaire, il est simple. C'est qu'une fois que vous avez identifié tous vos états, vous décidez d'attribuer un numéro à tous vos états, un nombre binaire à tous vos états. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, par exemple, si vous avez 4 états. Si vous avez 5 états, avec 2 bits, ça suffit plus. Donc, il faut faire 3 bits et vous pouvez les mettre 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. De manière générale, ça veut dire que si vous avez n états à coder, il vous faut 2 à la puissance, enfin il faut log 2 de n bascules pour coder ces n états. Et comme ça, vous pouvez attribuer à chaque état un numéro entre 0 et 2 puissance n moins 1. L'avantage ici du codage binaire, je ne l'ai pas marqué, mais c'est que vous avez peu de bascules. Parce que même si vous avez 30 états, ce qui est déjà énorme, à la fin, vous avez juste log 2 de 30 bascules, ce qui fait que vous n'avez que 6 bascules. Le codage one-hot, la philosophie est un peu différente, c'est de dire je vais créer une bascule par état. Et en fait, cette bascule, elle peut valoir 0 ou 1. Et elle ne vaut 1 que si l'état qui lui correspond est l'état actif. Donc là, si j'ai 5 états, je vais avoir 5 bascules. 4 de ces bascules vont être à 0. Une seule va être à 1. Et ça va correspondre à l'état actif. Du coup, le pendant de cet avantage-là, ici, c'est un inconvénient. C'est-à-dire qu'il y a moins de bascules. Par contre, ici, le gros avantage, c'est que la logique de transition est simplifiée. Et donc, encore une fois, si la logique de transition est simplifiée, la machine est plus rapide. C'est plus simple à faire cette logique de transition quand vous êtes en one-hot. Parce qu'en gros, il suffit de se passer le 1, one-hot, comme la patate chaude. Donc, les états vont se passer de proche en proche ce 1. Et en termes de logique de transition, c'est un petit peu plus simple. Et puis, je mentionne juste qu'il existe une alternative qui s'appelle Almost One-Hot. Donc là, le principe, c'est l'inverse. Donc ça fonctionne comme le one-hot, sauf l'état initial, qui fonctionne à l'inverse du one-hot. C'est-à-dire que l'état initial, lui, il est particulier dans le sens où c'est le seul qui est égal à 0 quand il est actif et à 1 quand il est inactif. Alors pourquoi on a ça? C'est juste une histoire de remise à 0. En fait, ça simplifie la remise à 0 parce que du coup, le almost one-hot, si vous mettez toutes les bascules à 0, si vous faites un reset de toutes les bascules, vous êtes dans l'état initial. Puisque, encore une fois, la bascule de l'état initial, quand elle est à 0, ça veut dire que c'est l'état actif. C'est vraiment pour simplifier la remise à 0. Donc voilà toutes les méthodes que vous avez. Et donc à la fin, quand vous avez besoin de synthétiser une machine d'état, vous faites l'approche habituelle. Je fais un cahier des charges. Une fois que j'ai fait mon cahier des charges, je
j'essaie de bien comprendre les choses et j'essaie d'établir un diagramme d'état ou une matrice d'état au choix. Voilà, une fois que j'ai la matrice d'état, je peux créer, donc je peux choisir un certain nombre de choses, les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que je fais une machine de type Moore ou Mealy? En fonction des contraintes que je peux avoir sur de la vitesse, sur minimiser le nombre de composants, sur être le plus réactif possible, sur avoir des sorties synchrones ou pas, je choisis ça, ça et ça. Voilà. Ensuite, j'applique une méthode appropriée et j'obtiens les équations qui vont me donner le schéma d'implantation des bascules. Ces méthodes appropriées, je ne vais pas vous les décrire ici. On les fera en TD et je vais les décrire sur un exemple dans 2 vidéos que je vais poster la semaine prochaine probablement. Une qui va vous décrire ici la méthode avec le codage binaire et des bascules JK par exemple, et une qui va vous décrire la méthode avec le codage one-hot et des bascules D. Donc c'est 2 vidéos que je ferai la semaine prochaine et que je vous mettrai donc en ligne la semaine prochaine. Voilà pour ces séquenceurs synchrones. Alors avant de passer à la partie compteur, est-ce que vous avez des questions sur ces séquenceurs synchrones? Sinon, dans la suite, on va voir 2 types de séquenceurs synchrones particuliers qui sont les registres à décalage et les compteurs. Pas de questions? Ça n'a pas l'air. C'est très bien. Et bien donc, on va continuer tranquillement. Alors, ici, je vais vous parler de compteurs. Avant toute chose, on va revenir à la base qui était ce circuit-là qu'on a vu précédemment. C'est donc la bascule D qui est rebouclée sur elle-même avec ici un inverseur. Donc en fait la sortie Q qui vient là, qui est prise dans un inverseur, qui revient sur le D de la bascule. Ça revient à une bascule T en fait pour lequel le T vaut 1, c'est-à-dire qu'à chaque coup d'horloge, ici, chaque coup d'horloge, je vais inverser ma sortie. Vous vous souvenez, on l'a vu cet exercice-là, on a commencé, en fait on a introduit le concept de bascule en parlant de ce schéma-là. Qui était ce qu'on avait appelé le maître slave, là, où la sortie s'inversait à chaque coup d'horloge. Ça, c'est assez cool, en fait, comme truc. Et donc, du coup, c'est un diviseur de fréquence par 2. Diviseur de fréquence par 2. Parce que si vous regardez le C, vous regardez le Q, vous voyez bien que la fréquence du signal Q est 2 fois inférieure à la fréquence du signal C. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'en mets plusieurs? Alors, si j'en mets plusieurs, je pars d'un signal d'horloge comme ça. Arrivé à Q0 ici, j'ai mon signal d'horloge qui est divisé par 2. Et à chaque front montant de l'horloge, ici, mon signal va s'inverser. Ensuite, ce Q0, je l'utilise comme horloge du suivant. Donc, alors Q0, c'est pas celui-là, c'est celui-là, le Q0 qu'on regarde. Il s'inverse à chaque fois. Donc du coup, je prends la sortie Q bar, le Q0 bar, et je le file à l'horloge suivant, au diviseur de fréquence par 2 suivant. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque front descendant de Q0, donc à chaque front montant de Q bar, ici de Q0 bar, Q0 bar, à chaque front montant de Q0 bar, donc à chaque front descendant de Q0, la sortie ici Q1, qui est toujours celle-ci, va s'inverser. Front montant, ça s'inverse, front montant, ça s'inverse. Et je le refais encore une fois, donc je reprends la sortie complémentée Q bar, je l'utilise comme horloge pour une troisième bascule. À chaque front descendant de Q1, donc à chaque front montant de Q1 bar, la sortie Q2, qui est
ici va s'inverser. Tac, tac. Ok. Et je peux continuer à répéter le process, ainsi de suite, autant de fois que je veux. Et maintenant, si on regarde les valeurs, c'est intéressant parce que ici, qu'est-ce qu'on a? Si on les lit dans ce sens-là, Q2, Q1, Q0, ici on a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, puis de nouveau 0, 0, 0, etc. Vous me voyez arriver. Si vous regardez ces valeurs-là, c'est quoi? C'est tout simplement 0, 1, en binaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, etc. Donc on a bien la notion de compteur, puisqu'on a bien en fait créé ici un circuit qui... comment dire, on a bien créé un circuit qui s'incrémente, qui va sortir une valeur binaire qu'on va pouvoir lire sur Q2, Q1, Q0, et qui s'incrémente à chaque coup d'horloge. Ok. Alors maintenant, la question, est-ce que ce compteur est synchrone ou asynchrone? La réponse naïve, c'est de dire qu'il est synchrone. En effet. La réponse naïve, c'est de dire qu'il est synchrone. Pourquoi la réponse naïve, c'est de dire qu'il est synchrone? Parce qu'on s'est dit, ok, j'utilise des bascules D, ou des bascules T ici, j'utilise des bascules, donc c'est synchrone. Donc si c'est synchrone, ça veut dire que vous n'allez pas avoir de problème c'est-à-dire que toutes les sorties vont changer en même temps. Est-ce que c'est réellement ça qui se passe? Et si on zoome un petit peu sur la figure et qu'on regarde ce qui se passe au niveau de cette transition-là, si on regarde ce qui se passe au niveau de cette transition-là, ben, on va voir que globalement, si je vous le refais ici, j'ai mon signal d'horloge qui monte. Ok. Mon Q0, il va descendre, mais quand est-ce qu'il va descendre? Eh ben, il va descendre avec un petit décalage. Non, pardon, sur cette transition-là, le Q0, il monte. Il va monter avec un petit décalage. Le Q1 qui est là sur cette transition-là, non, pardon, le Q0 il descend. Ici, donc dans la loupe, là, le Q0 il descend avec un petit décalage. Voilà. On n'oublie pas que c'est le changement sur Q0 qui déclenche le changement sur Q1. Donc le changement sur Q1, il ne peut pas arriver avant Q0, il arrivera forcément avec un petit décalage après Q0. Et de la même manière, c'est Q1 qui déclenche le changement sur Q2. Donc le changement sur Q2, il va arriver encore après. Q2, il monte ce coup-ci. Et voilà. Total des courses, mon compteur, ici, il vaut 1, 0, 1, 1. Donc il vaut 3. Ici, il vaut 1, 0, 0. Donc il vaut 4. Jusqu'à là, tout va bien. Mais entre-temps, il est passé par la valeur 0, 1, 0. Par la valeur 2. Puis 0, 0, 0. Donc la valeur 0. Et ensuite, il arrive à 4. Du coup, est-ce qu'il est synchrone ou pas? Eh ben non, il n'est pas synchrone. Et comme il n'est pas synchrone, ben, on peut avoir tous les problèmes liés à ces synchronismes. On va retrouver tous les problèmes liés à ces synchronismes. Notamment le fait que, par exemple, si on décide que ce compteur il sert à déclencher quelque chose quand le compteur atteint 0, eh ben, ce quelque chose va se déclencher de manière intempestive entre 3 et 4, parce qu'entre 3 et 4, le compteur va passer forcément par 0. Donc, ce compteur-là est ce qu'on appelle un compteur asynchrone. Pourtant, il est fait avec des bascules. Mais il ne respecte pas la règle fondamentale de l'électronique synchrone, qui est celle-ci. Un système synchrone, un seul signal d'horloge utilisera. En gros,
si vous avez un système synchrone, un système n'est synchrone que si toutes vos bascules partagent la même horloge. Et donc si tout le système à la fin partage la même horloge. Vous avez un seul et unique signal d'horloge pour tout le système. Et il n'y a que à cette condition-là que vous pouvez assurer que votre système est synchrone et que les transitions se passent au bon moment. Voilà. Alors on a vu comment on faisait un compteur, sauf qu'on vient de dire que le compteur qu'on a fait, il est bien, mais il est un peu tout pourri. Du coup la question c'est, est-ce qu'il est possible de faire un compteur synchrone? Comment faire? Eh ben, on part du, ce coup-ci, on ne prend pas le problème à l'envers, on part du postulat de base, c'est que toutes les bascules ont la même horloge. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, alors pour Q0, c'est hyper facile, parce que Q0, il suffit de lui envoyer l'horloge, et vous voyez qu'à chaque front montant de l'horloge, Q0, il change. Ensuite, quand on regarde Q1, c'est aussi assez simple, parce qu'on se rend compte que le Q1, il change, en fait, à chaque fois que... Si vous regardez le front montant qui est là, le Q1 il change à chaque fois que le Q0 est à 1 avant le front montant. Donc pour Q1, on peut dire ok, bah quand Q0 vaut 1, au prochain front, je change. Quand on regarde le Q2, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en fait, il faut que le Q1 soit à 1. Donc on peut essayer d'avoir le même raisonnement, de dire quand le Q1 est 1, le Q2 doit changer. Voilà, sauf que ça marche pas à tous les coups, puisque ici, à cet endroit-là, sur ce front-là, vous voyez que le Q1 est à 1, pourtant le Q2 ne change pas. En fait, ce qu'on peut constater, si on va un peu plus loin, c'est de dire que si on a le Q0 et le Q1 qui vaut 1, alors à ce moment-là, le Q2 change. Et quand on regarde tous les changements sur Q2, ça se produit toujours quand on a ici du 1-1. Lui aussi, c'est quand on a du 1-1, etc. Donc la condition pour Q2, c'est simplement de dire qu'il faut qu'il y ait Q1 et Q0. Et je pense que vous l'aurez compris, la condition pour Q3, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait Q2, Q1 et Q0. Et de manière générale, la condition pour qu'un bit change, c'est qu'il faut que tous les précédents soient 1. Ça, si vous écrivez, en fait, si vous commencez à écrire les nombres en binaire, vous allez vous rendre compte que c'est assez logique, parce que vous allez vous rendre compte qu'en gros, vous allez faire changer les bits, et puis le dernier bit, le bit de poids fort, lui, il change que quand les précédents sont à 1. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire un compteur synchrone, tout simplement, en mettant ici une bascule T. Elle change à chaque front montant. Ok. Elle ne change que quand il y a Q0. Elle doit changer quand il y a Q0 et Q1. Donc on va prendre simplement une porte AND ici, prendre Q0, Q1 et on le met là. Elle ne change que quand il y a Q0, Q1 et Q2. Donc là, on avait déjà calculé Q0 et Q1. On rajoute et Q2, on le met sur cette bascule-là. Si on avait une bascule supplémentaire ici, la prochaine bascule, il lui faut Q2 et Q3. Donc on prend ça, on fait un et, pof, on le met là. Etc. etc. Ok. Donc, voilà pour ces compteurs-là. Alors, on peut le faire en simulation. De nouveau, comme d'habitude, avec circuit verse. Puisque, donc avec circuit verse, hop. Ici, on a des bascules, donc on va les utiliser. Je prends juste ce que j'ai oublié. Voilà, Launch Simulator. On a des bascules et on a un signal d'horloge, donc on va essayer de le faire sur 3 bits pour se prouver que ça marche. Ça se lance. Évidemment, si vous avez des questions pour meubler en attendant que ça se lance, n'hésitez pas à les poser. Bon, on va le laisser faire tranquillement, se lancer, et puis en attendant, on va juste passer sur les 2-3 derniers transparents du cours, comme ça c'est fait.
Donc là, on a vu comment fonctionnaient les compteurs. Et donc, du coup, des compteurs, bah, ça existe tout fait. Alors, pour le coup, les compteurs sont extrêmement utilisés en électronique. Ils sont présents un petit peu partout, y compris et surtout dans les microprocesseurs, mais tous les autres circuits aussi où on a besoin de gérer les temporisations. Parce que pour temporiser un certain temps, bah, il faut compter un certain nombre de cycles, un certain nombre de coups d'horloge. Donc là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver partout. Et puis, il existe différentes versions de compteurs. Donc, on peut avoir des compteurs binaires, on peut avoir des compteurs modulo. Voilà, on peut avoir des compteurs qui peuvent décompter aussi, éventuellement. Ça peut être intéressant. On les démarre à une valeur et on attend qu'ils atteignent 0. On peut les remettre à 0 comme on veut, de manière asynchrone avec un reset. On a des options de préchargement synchrone pour un compteur, c'est-à-dire qu'on peut précharger le compteur à une certaine valeur. Ça, c'est par exemple pour si on a un décompteur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut par exemple dire qu'on le met à 12 et ensuite on le laisse décompter jusqu'à 0 pour compter exactement 12 cycles. On a bien entendu de la détection de dépassement, donc quand le compteur a atteint sa valeur max et qu'il repasse à 0, on peut générer un signal pour indiquer qu'il y a eu ce dépassement. Il existe en version 4 bits, mais il existe souvent avec plusieurs bits. Voilà, et donc donc ça c'est par exemple l'architecture complète d'un compteur 4 bits que vous pouvez trouver, un compteur commercial. Est-ce que circuit vert s'est lancé entre temps? Oui, circuit vert s'est lancé entre temps, donc on va pouvoir y aller. Éléments séquentiels, des flip-flops, des flip-flops. Hop, tac, on en met une. Signal d'horloge, il est là. Hop, on connecte ça. Ça, on a dit que la première flip-flop, on la mettait toujours à 1. Hop. Et on met une petite clé douille en sortie pour voir ce qui se passe. Et voilà. Vous voyez que la petite clé douille, elle, clignote. Donc ça, c'est le compteur sur 1 bit. Celui si vous rajoutez un bit supplémentaire, ben, on reprend ça. C'est synchrone, donc la clock, elle est connectée à l'autre clock. Et puis, on va rajouter une porte AND. Non, on n'a pas besoin de la porte AND tout de suite, puisque là, en fait, le T, autant pour moi, le T, c'est directement... Allez, attends. Le T, c'est directement ça. Et donc, là, on va rajouter en sortie une deuxième petite LED. Hop. Et donc là, ça va compter 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. On rajoute le troisième. Hop. Donc là, il me faut pour le coup la porte AND, parce qu'il va falloir que je calcule ça et ça. La sortie, ça vient là. Et puis la clock, bah, c'est toujours la même clock. Hop. Petite LED. Et voilà. Donc là, on est à... c'est pas bon. Je mets la petite LED, digital LED. Voilà, 0, 1, 2, 3, etc. Et pour le fun, je vais rajouter la quatrième. Donc la quatrième, des flip-flops, une petite LED à la sortie, la clock qui vaut la clock, et de nouveau une porte AND qui est là, bam, qui prend en entrée la sortie de la AND d'avant, la nouvelle valeur, et ça constitue la sortie qui est là. Et donc ça fonctionne comme il faut. Donc voilà comment fonctionne le compteur. Donc là il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. etc. Ici on doit pouvoir rajouter... est-ce qu'on peut connecter l'afficheur? Non, l'afficheur c'est un segment, donc on oublie l'idée de l'afficheur. Ok, donc voilà pour les compteurs.
Dernière série de slides, c'est pour vous parler, pour mentionner en fait deux autres types de composants séquentiels. Alors c'est pour mentionner la notion de registre. Il faut définir en fait la notion de registre. Donc ça c'est une notion qu'on va retrouver au deuxième semestre quand on va parler de microcontrôleurs, microprocesseurs. On va parler de notion de registre, et en fait une registre c'est simplement un élément de mémorisation synchrone d'un bus de données. Donc en fait ici ça c'est une bascule D, c'est fait pour stocker un bit. Là vous avez 4 bascules D, chacune est fait pour stocker un bit. Voilà, et donc ça du coup tout ça ça forme un registre. Et donc c'est globalement c'est un registre, c'est comme une simple bascule D, sauf que au lieu de rentrer un nombre codé sur un bit et de sortir un nombre codé sur un bit, ça rentre un nombre codé sur n bits et ça sort un nombre codé sur n bits. Donc registre, pensez bien, registre égale mémoire, sauf que c'est des mémoires qui permettent de stocker des nombres codés sur un certain nombre de bits et pas simplement un bit tout seul. Et dernière notion importante, c'est la notion de registre à décalage. Donc ça aussi, c'est des composants que vous allez trouver énormément en électronique. Donc les registres à décalage, c'est un registre comme ça, mais qui est connecté, dont la sortie est faite de bascule D, avec un seul bit en entrée, plein de bits en sortie, et ça fait des décalages, c'est-à-dire que ici, en fait, la donnée au premier coup d'horloge, la première donnée, elle arrive là. Puis vous voyez que cette donnée, elle arrive en entrée de la deuxième bascule. Donc au deuxième coup d'horloge, elle va passer là. Puis au troisième, elle va passer là. Puis au quatrième, elle va passer là. Attention, hein, comme tous les composants sont synchrones, elle ne traverse pas tout en un seul coup d'horloge. Premier coup d'horloge, elle traverse la première, mais elle est bloquée ici. Parce qu'elle est arrivée ici en fait trop tard, juste après le coup d'horloge. Voilà. Au coup d'horloge suivant, ça prend un peu de temps pour que la sortie se mette à jour. Donc elle arrive là en retard. Donc elle doit attendre le coup suivant, etc. etc. Donc ça c'est le registre à décalage simple. Et ensuite on va parler de registre à décalage universel, qui pour le coup est vraiment là le composant universel. Ça permet, en fait, ce registre à décalage universel, c'est un composant qui est synchrone. Comme un registre simple, vous avez une entrée série et une sortie parallèle. Donc exactement comme le précédent. Mais vous avez aussi une entrée série qui peut venir de l'autre sens. Une entrée parallèle et deux pins qui servent à choisir le mode de fonctionnement, sachant qu'il y a 4 modes de fonctionnement. Il y a un mode où le registre est inactif, donc il ne fait que stocker sa donnée. Il y a 2 modes qui permettent de faire les décalages à gauche ou à droite. Et il y a un mode qui permet de le faire fonctionner en registre simple, c'est-à-dire qu'il va prendre cette entrée-là, il s'en fout de LSI et RSI, il va prendre cette entrée-là et stocker ça à l'intérieur. Voilà. Et ces registres à décalage universel, je vous dis que c'est hyper utilisé. En fait, c'est hyper utilisé pour tout ce qui est stockage des données et transmission des données. Donc vous avez la version registre simple, hein, ça je vous l'ai déjà dit, vous rentrez en parallèle, vous sortez en parallèle, ça fait un registre simple. Vous avez la version ligne à retard numérique, vous rentrez en série, vous sortez en série. C'est une ligne à retard, c'est-à-dire que en fait, les données, c'est pour retarder les données d'un certain nombre de coups d'horloge. Donc ça, c'est hyper utile pour synchroniser des données. Si par exemple, vous avez 2 calculateurs qui travaillent sur les mêmes données, le premier calculateur, il finit son calcul en 3 coups d'horloge, le deuxième, il finit son calcul en 10 coups d'horloge. Si à la fin, vous voulez avoir les 2 résultats synchrones, ben vous allez rajouter une ligne à retard de 7 coups d'horloge sur le premier pour que... pour justement compenser le fait que la deuxième voie prenne 10 coups d'horloge au lieu de 3. Et donc vous allez utiliser ces lignes à retard. Et puis c'est utilisé, je vous ai dit, en transmission, en sérialiseur, désérialiseur. Donc vous savez que de temps en temps les données sont transmises en série quand on veut transmettre des données. Hein. Si je veux transmettre une trame Ethernet par exemple, si je veux transmettre une donnée codée sur 100 ou sur 200 bits, et ben on va pas mettre 100 ou 200 fils entre l'émetteur et le transmetteur. On peut le faire, ça s'appelle une transmission parallèle, mais la plupart du temps maintenant on fait de la transmission série, justement pour pas avoir ces 100 ou 200 fils qui traînent. Donc la transmission série, ça consiste à envoyer les bits les uns derrière les autres, l'un après l'autre, sur un seul fil. Et donc pour faire ça, on va utiliser un sérialisateur et un désérialisateur, qui sont rien d'autre que des registres à décalage. Pour la partie sérialisateur,
On va rentrer en parallèle, on va sortir en série. Donc on sort les bits les uns après les autres. On met toutes les données ici, tac, 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 tac. Et puis on sort celui-là, on s'intéresse à celui-là. Au coup d'horloge suivant, on décale. Donc là, on va envoyer le premier, puis après on décale. Puis après on décale, ce sera celui-là qui arrive, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie transmission. Et puis le désérialisateur, il fait exactement l'inverse. Donc là, les données vont venir ici en série. Donc la première, elle va arriver là. Donc le bit de poids faible, par exemple, il va arriver là. Puis il va être transmis ici. Là, vous allez avoir le deuxième. Et ainsi de suite. Et à la fin, vous aurez reconstitué le mot complet qui a été transmis dans le registre. Et vous n'avez plus qu'à le récupérer en parallèle. Voilà pour ce cours sur les séquenceurs synchrones. Donc ce qu'on a vu, c'est la définition d'un séquenceur synchrone. Comment est-ce que on le représente sous la forme d'un diagramme d'état ou sous la forme d'un tableau. Ce que vous n'avez pas vu mais que vous allez retrouver dans les vidéos de complément, c'est quelles sont les méthodes pour les fabriquer. Une fois que j'ai le diagramme d'état ou le tableau, comment est-ce que je fais pour créer le circuit électronique qui correspond. Voilà. Et on a terminé avec deux séquenceurs synchrones un peu particuliers qui sont les compteurs et les registres à décalage. Et ces deux séquenceurs synchrones un peu particuliers méritent qu'on s'intéresse à eux parce qu'on va les retrouver dans beaucoup d'applications. Et en particulier, on va les retrouver dans tout ce qui est applications microprocesseurs, microcontrôleurs que vous verrez au deuxième semestre. Voilà pour ce soir. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je reste encore en ligne quelques minutes. Donc n'hésitez pas à les poser via le chat. Et si ce n'est pas le cas, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Et donc on va se retrouver la semaine prochaine pour le dernier cours de la série. Le dernier cours de la série, c'est un peu une ouverture sur la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'électronique numérique, comment est-ce qu'on fabrique en pratique les circuits et comment est-ce que tout ça fonctionne. Donc,